Je suis heureux de vous accueillir dans ce bel amphithéâtre Teilhard de Chardin, notre plus gros amphithéâtre de l'Université catholique. Ça montre l'importance que nous attachons à cette dimension du design, à cette organisation de France Design Week, à laquelle nous sommes heureux de participer et de nous joindre. L'objectif de cette série d'événements, qui dure plusieurs semaines, d'après ce que j'ai bien vu, c'est de mettre en valeur, de promouvoir le design, les expertises des designers français, des professionnels du design, et de sensibiliser le grand public à sa pratique. Comme je vous le dis, nous sommes heureux de nous associer en tant qu'université catholique à cet événement, parce que ça s'inscrit, cette dimension de design et cette dimension de design durable s'inscrit dans l'identité, dans la manière de faire de l'université catholique. Sur cette question de la durabilité, c'est vrai qu'on a organisé au niveau de l'université catholique 2022 sous le chapeau d'une mobilisation sur les enjeux climatiques. 2022, il est temps, 2022, année de mobilisation pour le climat, qui a vu la concrétisation de la signature des accords de Grenoble, qui sont des accords qui sont proposés par des associations étudiantes à leurs établissements d'enseignement supérieur pour marquer l'engagement sur les enjeux de transition socio-environnementale. Et puis, cette année de mobilisation pour le climat prendra la forme, entre octobre et décembre, de l'organisation d'une convention universitaire pour le climat, où il s'agira d'identifier les leviers d'action, les changements d'habitude, les décisions possibles pour avoir un réel impact de diminution de notre empreinte climatique. Puis vous savez bien que ce mois de septembre, qui est un peu frais, il s'inscrit dans un contexte général très particulier et qui nous amènera nécessairement à re-questionner un certain nombre de nos habitudes en termes d'utilisation des énergies fossiles. Donc, cet axe de durabilité nous semble particulièrement approprié quand on parle de design. Je peux signaler également, quand il s'agit de se projeter sur le futur, l'organisation au niveau de l'Université catholique avec un certain nombre de partenaires de grande ampleur d'une biennale Ecopos, Osons l'éloge du futur. Il s'agit là, d'ailleurs, les inscriptions sont ouvertes, donc je peux vous inciter à vous inscrire à la série d'événements qui seront proposés entre le 26 et le 30 octobre. Il s'agit là de réfléchir aux enjeux du monde actuel et du monde de demain. On a parlé des enjeux climatiques, mais on pourrait étendre le champ aux enjeux de la révolution numérique, aux enjeux sociétaux. On sait combien la France est fragmentée actuellement, aux enjeux géopolitiques, aux enjeux économiques, aux enjeux industriels. Il y a toute une série d'enjeux auxquels nous sommes confrontés et nous pensons que nous pouvons, plutôt que faire l'autruche ou au contraire considérer que tout est perdu, nous pouvons essayer d'identifier, d'analyser ces enjeux, d'identifier les futurs possibles, les futurs souhaitables et d'identifier les actions permettant d'y contribuer. C'est tout l'enjeu de cette biennale Ecopos qui aura lieu fin octobre. C'est quelques exemples d'initiatives de l'Université catholique ont pour but de vous montrer la cohérence de notre action et de notre participation à ces événements visant le design durable dans le cadre de France Design Week. Ça s'inscrit également dans une trajectoire de développement de l'Université catholique,
on n'est pas de première jeunesse, on va fêter nos 150 ans. Monsieur Biondo. Allez-y. On va fêter nos 150 ans, et depuis 150 ans, je pense que depuis la fondation de l'Université catholique par des patrons chrétiens et par l'Église, on essaye de trouver, époque après époque, année après année, le moyen d'être utile à nos étudiants et à la société qui nous environne. Et ça prend la forme d'un certain nombre de démonstrateurs, ça prend la forme d'un certain nombre de démarches innovantes, d'écosystèmes innovants qu'on peut aujourd'hui trouver à l'université. Écosystèmes innovants en termes de conception et de fabrication rapide avec notre Tech Shop. J'ai vu que la directrice du Tech Shop était présente dans l'Assemblée. Écosystème innovant concernant les bâtiments, les bâtiments intelligents, les bâtiments à faible impact énergétique avec le rhizome. Écosystème innovant avec des plateformes réfléchissant à l'impact des nouvelles technologies sur l'industrie, avec des plateformes qui existent à l'ICAM et chez Junia. Écosystème innovant concernant l'agriculture et l'alimentation de demain, avec la reconfiguration du Palais Rameau qui est en cours. Écosystème également d'innovation sociale, avec le quartier Humanicité. Et puis, un deuxième exemple d'innovation sociale dans le quartier L'Île-Moulin qui vise plutôt l'intergénérationnel. Ce parti pris de l'Université catholique pour faire œuvre utile dans son territoire, je pense que c'est quelque chose qui nous caractérise depuis 150 ans. Charge à nous de continuer à le faire vivre. Et pour le faire vivre, eh bien, on compte beaucoup sur l'implication de nos étudiants. Dans les orientations que j'ai proposées pour le mandat que j'assume de 2020 à 2025 comme président recteur, j'ai parlé de l'expérience de vie des étudiants de l'Université catholique. On pense vraiment que plus on intègre nos étudiants, plus on les implique dans nos transformations et dans nos projets, et bien plus ces projets sont riches, sont créatifs et plus ils sont en lien avec le monde d'aujourd'hui. Et je suis heureux que Kubermoth, qui est un bel exemple d'ancien étudiant de la Cato, ancien étudiant de l'ICAM, fasse partie d'une de ces tables rondes parce que je pense que dans l'offre et dans la proposition que nous faisons à la Cato, on essaye de libérer toute cette créativité et toute cette énergie. Et je suis heureux d'en avoir un exemple dans la salle ce soir. Voilà, je ne vais pas être plus long sur l'Université catholique parce que vous n'êtes pas venu pour l'Université catholique, mais vous êtes venu pour la France Design Week. J'ai simplement voulu montrer la cohérence qu'il y a pour nous, en tout cas de notre point de vue, à accueillir dans nos locaux la soirée de clôture de France Design Week. On est très en lien avec Lille Design, on travaille beaucoup avec Lille Design pour travailler sur le développement de cette filière du design en Hauts-de-France. Et je vous souhaite encore une fois une bonne soirée, un grand succès pour cette soirée de clôture. Merci. Bonjour à toutes et tous. Alors, je vais commencer par quelques chiffres, un peu de factuel. 2019, une étude du CREDOC qui conclut que 32% des jeunes de 18-30 ans sont préoccupés par l'environnement. 32% des jeunes préoccupés par l'environnement, c'est loin devant l'immigration, 19%, et le chômage, 17%. En 2021, une étude internationale qui a été menée par des chercheurs du Royaume-Uni, de Finlande et des États-Unis, cette fois-ci sur un échantillon de 10 000 jeunes de 16 à 25 ans, dans 10 pays du monde, du Nord comme du Sud. 60% des jeunes sont inquiets face au changement climatique. Et une majeure partie de ces jeunes pointent l'inaction des gouvernements. Alors, bien sûr, avec des chiffres variables selon les États, selon qu'on parle par exemple de Brésil ou de Finlande, les préoccupations ne seront pas les mêmes. Alors, je vais faire quelques allers-retours avec l'université, en essayant de ne pas répéter ce que vous a annoncé Patrick Scoffler juste avant. La semaine dernière, à l'université a eu lieu le forum de rentrée, avec de multiples associations dans le campus. On a fait un sondage auprès des étudiants pendant ce forum de rentrée sur le climat et le développement durable. Alors, il y a une cinquantaine d'étudiants qui ont répondu. On va continuer à d'autres occasions à faire ce sondage, mais ce sont quelques
éléments qui commencent à indiquer des choses. 81% des étudiants considèrent comme très haute l'importance des enjeux climat. 81%. Il y en a 37% qui ont déjà calculé leur empreinte carbone. Alors, à côté de ça, 72%, quand on leur pose la question de leur connaissance des objectifs du développement durable, 72% affirment avoir une connaissance faible de ces objectifs de développement durable. C'est vrai que c'est un petit peu complexe. Et sur la confiance en l'avenir, 69% se déclarent peu confiants en l'avenir. Sur leur engagement dans le développement durable, il est moyen pour 52%, il est faible pour 40%. Donc on aurait des étudiants à la fois très conscients des enjeux et en même temps peu engagés. Voilà, point d'interrogation. Je reviens sur une autre réalité locale, parce que ça, ce sont les chiffres. Il faut toujours aussi s'intéresser à ce qui se passe sur le terrain et à quelques signaux faibles. Au sein de la direction RSE, on est intervenu pendant les semaines de pré-rentrée. On a vu quasiment tous les étudiants de première année pour parler de l'engagement de l'université, la transition énergétique, sociétale, pour leur présenter les réalisations de l'ACATO sur ce volet durable et responsable. Et suite à ça, il y a une quinzaine d'étudiants, d'étudiantes qui nous ont écrit, qui ont envoyé des mails pour exprimer avec vigueur, je dirais, leur intérêt pour ce qui se passe ici, et leur volonté de travailler avec nous, de se mettre au service et de faire ensemble, de participer aux actions. Alors, surtout des étudiants des filières Sciences Po, mais également de la faculté de sciences humaines et de lettres. Et avec ces étudiants, on va créer un premier collectif de manière à initier une démarche participative. Au-delà de ce que l'on vit ici, bien sûr, vous avez tous en tête les marches du climat, vous avez tous en tête les prises de position récentes d'étudiants au moment de leur remise des diplômes sur l'enseignement, sur la société et sur la manière dont ils ont été préparés justement à être acteurs dans ce monde. Vous avez en tête aussi, beaucoup d'entrepreneurs, que beaucoup de startups intègrent l'ADN dans leur gène dès le départ. Beaucoup sont intégrés. Alors, ce qui paraît indéniable, c'est que les jeunes cherchent à donner du sens à leur action aujourd'hui, de plus en plus. Cherchent aussi à ce que leurs valeurs soient alignées entre le personnel et le professionnel. Je vais citer Élodie Gentina, qui est professeure associée à l'IESAG et qui a écrit en 2018 un livre qui s'intitule Génération Z, des aides consommateurs aux aides collaborateurs. Génération Z, donc ce sont les gens qui sont nés après 1995 et elle est suivie par la génération Alpha après 2010. Alors ces jeunes préfèrent l'autorité choisie plutôt que l'autorité imposée et ils respectent cette autorité choisie. Ils recherchent aussi l'expérience client, l'expérience collaborative. Ils ont un comportement qui, paradoxalement, ils sont très sensibles aux questions environnementales, climatiques, mais ils ont un comportement très consumériste, du numérique, du shopping, des déplacements en avion, de l'alimentation qui est souvent peu durable. Mais en même temps, ils sont très friands de modes de déplacement doux, de la marche, du vélo, de covoiturage, et sur les pratiques de consommation d'alternatives à l'achat neuf. Voilà, le prêt, l'occasion, la réparation, la mutualisation. Et puis, ils s'épanouissent dans la collaboration, dans la confiance. Ils co-créent leurs conditions de travail. Et ce sont des jeunes qui, en plus, veulent être entrepreneurs de leur métier et de leur formation. Des jeunes acteurs de leur formation, c'est aussi un des grands piliers de ce qu'on développe ici au sein de l'université. Alors, une deuxième question était comment on s'empare de cela dans l'enseignement supérieur, mais Patrick Scoffler, on a déjà beaucoup dit sur les engagements de l'ACATO, avec son programme je pense que tu l'as pas, c'était d'ailleurs le programme de transition énergétique et sociétale, Livetree, depuis 2013. Donc c'est notre, je le rajoute, le vice-président d'ailleurs, Benoît Robin, est là-bas. Voilà, ça, chez nous, c'est notre contribution à l'origine à la troisième révolution industrielle en région de France, REF 3. Alors, on l'a dit effectivement aujourd'hui, l'année de mobilisation pour le climat 2022. Et alors, l'accord de Grenoble, c'est quand même un engagement ambitieux et rapide. Sensibiliser d'abord 100% des étudiants et former 100% des étudiants aux enjeux socio-écologiques. Comment est-ce qu'on forme 100% des étudiants aux enjeux socio-écologiques? Sûrement pas d'une seule manière. Il y a des MOOC, il y a des choses, mais probablement aussi réfléchir
à l'évolution même de la formation et donc à la formation des formateurs. Il y a aussi une dimension de campus durable avec un objectif fort de décarbonation et puis de focalisation de la recherche, hein, sur des questions socio-écologiques et de travail sur l'ouverture et l'inclusion. On a parlé de la Convention universitaire pour le climat, 150 personnes, dont une centaine d'étudiants, 50 salariés, habitants du quartier, partenaires, hein, de début octobre jusqu'à décembre. Et alors, un autre enjeu, c'est de mener des projets pour les étudiants, mais avec les étudiants. Donc, en faire des acteurs de notre monde complexe. Et donc, on retrouve là une dimension intéressante, c'est de faire, certes, pour les étudiants, mais aussi par les étudiants. Faire pour et par, et pas seulement pour. Donc, on fait de l'étudiant un collaborateur, finalement, de sa formation, de son apprentissage au sein d'un campus en transition, au sein d'un territoire en transition. Donc, ce passage du faire pour à faire pour et par les bénéficiaires, c'est une des dimensions des Living Labs que vous connaissez peut-être, qui sont des démarches apprenantes et collectives. Voilà. Alors maintenant, je vais conclure cette cérémonie de la France Design Week. Et pour conclure cette introduction, je vais vous emmener faire une balade en forêt. Voilà, on part faire une balade en forêt. Ah, c'est mon petit côté biologiste, ça. La forêt, c'est, vous le savez, une diversité incroyable d'organismes. On ne les connaît pas tous, d'ailleurs, ces organismes. Une diversité incroyable d'organismes qui vivent en interaction. Et tout cela fonctionne avec une source d'énergie première, qui est l'énergie solaire. Cette énergie solaire, la lumière du soleil, qui permet, donc, à travers la photosynthèse, la croissance des végétaux, la formation de sucre, il y a du carbone dans le sucre, hein, de ces végétaux, le stockage du carbone dans la cellulose du bois, et puis la vie de toute la chaîne alimentaire qui découle de cette production primaire, de ces producteurs primaires qui sont les végétaux. La forêt est composée d'une biomasse, et la masse de la matière organique énorme. Et toute cette matière organique, à un moment donné, elle se retrouve sur le sol. Les feuilles mortes, le bois mort, les organismes, tout ce qui est issu des organismes vivants, et tout cela forme la litière et est dégradé par des organismes décomposeurs. Alors, parmi ces organismes décomposeurs, c'est très riche, la litière. On y trouve des insectes, des vers de terre, des bactéries, des champignons. Des champignons qui décomposent cette matière en éléments plus simples, des sels minéraux qui sont réutilisés ensuite par les plantes pour leur croissance. On va pousser un petit peu les champignons. C'est la saison en plus, hein, des champignons. Il y a beaucoup de champignons qui vivent, vous le savez, en symbiose avec des arbres. D'ailleurs, les chercheurs de champignons savent bien repérer les sous-bois avec les chênes, les hêtres et autres, sous lesquels on peut trouver les cèpes et autres girolles. Et donc, le mycélium des champignons, vous savez, ces filaments qui sont très très longs et qui sont souterrains, interagissent avec les racines des arbres. Il y a une vraie interaction à bénéfice mutuel, puisque les arbres vont apporter du sucre aux champignons. Les champignons ne savent pas produire du sucre et en ont besoin pour leur croissance. Ils sont incapables de les synthétiser. Donc, les champignons bénéficient du sucre apporté par les racines des arbres, et les arbres bénéficient de l'eau et des sels minéraux que les champignons vont aller drainer dans le sol grâce à leur mycélium. Le mycélium d'un champignon, ça peut atteindre plusieurs kilomètres carrés. Donc, le champignon que vous voyez dépasser, finalement, c'est qu'une partie de cet être vivant, hein, dont la surface totale souterraine peut atteindre plusieurs kilomètres carrés. Et la forêt, elle fourmille de ce genre d'interaction entre des organismes vivants. Voilà. On pourrait citer d'autres exemples sans aucun souci. Voilà, donc on termine notre balade en forêt. Je voulais terminer mon intervention avec cette petite exploration pour en faire peut-être une inspiration, hein, parce que c'est un exemple à la fois d'économie circulaire, cette forêt, et c'est un exemple de coopération entre les organismes qui la composent. Merci. Bonjour à tous et merci pour votre invitation. Donc, comme le disait, Decathlon est très proche des écoles de la Cato. Il y a beaucoup de cadres qui travaillent sur la métropole et toujours l'intégration est très, très réussie.
Il y a vraiment une affinité et des valeurs communes. Alors, sur le design, bien sûr, le thème nous intéresse. Bon, comment je verrais le design? Moi, je dirais c'est la chaîne de conception. Souvent, on me dit, Decathlon, peux-tu expliquer la R&D et la conception telle qu'elle est? Alors, c'est la chaîne de R&D, elle est assez vaste. Elle comprend chez nous environ 1400 personnes dans la chaîne de conception, produits essentiellement, et puis de plus en plus de services. Donc, c'est des solutions, on dit des solutions pour les sportifs. Donc, dans les 1400 personnes, donc c'est une ingénierie qui est à plusieurs couches parce qu'on a intégré des expertises depuis plusieurs années. Donc, premier niveau d'ingénierie, il est auprès des sports, c'est-à-dire les produits que vous voyez, Quechua, Tribord. Donc, les métiers, c'est ingénieur produit. Donc là, on a au moins 300 ingénieurs qui travaillent sur cette couche d'ingénierie de sport. Ensuite, on a intégré la matière, c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs sur le métal, sur le textile, sur le cuir, sur le composite. Et ça, ce sont des ingénieurs composants et technologies. Et puis, on a intégré aussi une ingénierie qui est sur l'humain. Donc, vous avez pas mal parlé déjà. Et donc, en l'occurrence, c'est la physio, le comportement, les ressentis et la prévention des blessures. Voilà, c'est ça la chaîne intégrée depuis 40 ans maintenant. Donc, ça fait 1400 personnes. Et au sein de ces 1400 personnes, il y a aussi des designers, voilà, qui sont purement sur le dessin ou des design industriels. Et c'est comme ça que je dirais design et conception. Donc là, ces équipes-là, finalement, le but, c'est de faire de l'innovation. Donc, il y a l'innovation d'usage. Ça, c'est plutôt les ingénieurs produits dont j'ai parlé, qui vont avoir des intuitions, des observations, dire si je jette une tente en l'air, elle retombe au sol, ça serait une bonne idée. Donc, on essaie de travailler sur un cahier des charges. Donc, on est sur de l'innovation d'usage. Et c'est vraiment eux qui vont parler de l'innovation durable, c'est-à-dire voir aussi comment on peut réparer, comment on peut recycler, comment on peut louer et inventer d'autres business models. C'est toute cette ingénierie-là. Ensuite, on a l'ingénierie dont je parlais, qui est l'ingénierie technologie et sur les matières. Et ils vont être très connectés sur l'amont, ils vont aller en connexion jusqu'à la production. Et là, il y a des enjeux énormes sur le durable qui va être dès le début de la matière. Ça peut être un champ de coton ou ça peut être le recyclage des chips pour ce qui est du synthétique. Et donc, déjà penser comment maîtriser très en amont cette matière. Là, c'est de l'innovation technologique. Et ça peut être aussi sur des teintures différentes, de la maîtrise des matières premières. Donc, toutes ces personnes dont j'ai parlé sont formées et forment une chaîne pour rendre cette conception durable. Voilà. On est présent dans 60 pays dans le monde. Donc, Decathlon, c'est 110 000 personnes, mais beaucoup sont en distribution. Et également, c'est finalement que 1400 personnes qui sont sur la conception de produits. Maintenant, 1400 personnes, c'est une grande force. Et je terminerai en parlant dans cette présentation des effectifs pour avoir une vue d'ensemble sur l'IT, les équipes digitales qui représentent environ 1000 personnes. Et c'est essentiel parce que ça va enrichir notre ADN qui est de concevoir de vendre des produits, de concevoir des produits et d'aller vers des bouquets serviciels par le digital et donc l'intelligence artificielle et la maîtrise de la data. Voilà, c'est pour expliquer, parce que souvent on dit, tiens, comment vous êtes structuré. Donc voilà, je vais faire une petite descente sur ce que je viens de présenter. Donc au fronton de notre entreprise, il y a un sens. Souvent on commence par les hommes et le sens. Et c'est ça, c'est être utile aux hommes et à la planète. Donc une fois que c'est dit, il y a une forte responsabilité. Comment on le met en œuvre pour que ce ne soit pas que des mots. Et donc, on a l'opportunité d'être en contact et présent dans 60 pays de manière physique. Mais maintenant, avec le digital, on peut être partout finalement. Mais il y a au moins 60 points de contact où on peut vivre ça avec des clients qui soient dans le vie réel ou dans le digital. Voilà, donc pour rendre accessible le sport, des produits, mais aussi des services, puisque l'enjeu maintenant, c'est passer à des solutions, des produits et des services associés. Et donc, l'enjeu de la conception durable est essentiel sur cette chaîne-là.
Voilà. 3 axes dans lesquels on se forme tous, on essaie de s'acculturer. Donc, on dit la conception 3P. Donc, people, planète, profit. Et donc, on est tous structurés à scanner. On a une grille de lecture sur ces 3P. Plus qu'une acculturation, c'est aussi un cockpit de KPI, d'indicateurs de performance, qui sont révisés par toutes les équipes tous les mois. On les engage et tous les mois. Et dans chaque catégorie de ces 3P, on a des objectifs. Et vouloir être durable, c'est se fixer des objectifs comme des sportifs et mesurer le chemin. Donc, je vais m'arrêter sur chacun de ces faits. Donc, l'humain, bien sûr, commencer par l'humain. Et il y a un enjeu qui est de nos équipes, l'humain, donc puisque c'est les employés, et puis aussi tout le contact avec les écosystèmes, ça peut être en France, dans le monde, et enfin avec les fournisseurs. Alors, comment on le mesure, puisque je dis la mesure est importante. Pour ce qui est des équipes, tous les ans, on fait un questionnaire. Donc, c'est 40 questions qui sont posées à toutes les équipes et elles répondent de manière anonyme. Et donc, les leaders et les équipes ont les résultats de ces 40 items. Voilà. Donc, il y a un résultat global. Et il y en a une qui s'appelle « Êtes-vous heureux de venir au travail le matin ?» C'est répondu de manière anonyme. Et on se fixe des objectifs. Et donc, notre cible est d'être à 60% de gens qui disent « Oui, je suis très heureux de venir au travail le matin. » Oui, tout à fait. Enfin, parce qu'il y a oui, tout à fait, oui, non, plutôt pas, non, pas du tout. Donc, toute la journée. Donc, c'est oui, tout à fait, c'est 60%, c'est oui, tout à fait. Sinon, aujourd'hui, donc on est à 53%, la cible, c'est 60%. De gens qui déclarent dire je suis tout à fait heureux de venir au travail. Voilà, on participe aussi à Great Place to Work, qui sont des enquêtes qui nous permettent de nous situer par rapport aux entreprises de notre catégorie. Voilà, je vais passer au point suivant qui est sur les produits. Évidemment, donc là, il y a des engagements qui sont faits. Je vais faire un focus après rapide sur la conception, mais je pense que c'est au cœur de notre ADN que de travailler sur la chaîne de valeur dont j'ai parlé et d'essayer de diminuer à chaque endroit l'impact. Et également, ça passe par des audits qui sont faits dans les usines. Ce ne sont pas nos usines. Elles ne nous appartiennent pas, donc notre panel de fournisseurs, de sous-traitants, mais on a environ 2000 ingénieurs dans le monde qui sont à côté de ces sous-traitants, de ces usines, et ils sont assez proches pour pouvoir de manière hebdomadaire leur rendre visite, regarder comment se passent les produits sur la chaîne et effectuer des audits sur lesquels on a un ranking de A à D. Toute entreprise qui passe passer l'audit n'est pas tout ouverte et dès lors qu'elle viendrait à avoir des notes qui sont sur D insuffisant, elle est sortie du panel. Il n'y a plus de produits sur les lignes. Voilà, donc il y a un accompagnement qualitatif des hommes et aussi qualitatif. Voilà. Et le dernier point, c'est l'enjeu, comme je le disais, de mesurer la valeur, d'échanger aussi avec les partenaires, les écosystèmes. Je crois qu'on est de plus en plus ouvert pour pouvoir sous-traiter, s'ouvrir à des partenaires. On est intégré au niveau de l'ADN, mais de plus en plus ouvert dès lors qu'on a des gens qui nous apporteront une plus-value. Et je l'espère qu'on peut aussi auxquels on peut aussi apporter une plus-value par l'open innovation, par exemple. Un point que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est une entreprise qui n'est pas cotée en bourse. On a une évaluation subsidie de notre valeur. Et depuis 2 ans, l'impact environnemental pèse dans l'évaluation de notre entreprise et de sa valeur. Donc, je voulais faire un petit focus sur la conception très rapide des produits, si vous voulez bien. Donc, bien sûr, comment on fait, mais je pense que la plupart des entreprises font comme ça. Je crois que c'est le cas. On a bien sûr des mesures de l'impact de chacun de nos produits. Donc, on a un référencement et on a la chaîne de valeur et l'impact en CO2 de chaque process et de chaque produit. En moyenne, c'est 8,7 kg la moyenne de CO2, l'impact de produits chez Decathlon.
donc, la moyenne de l'impact CO2. Et vous le voyez dans la chaîne de valeur, comment c'est impacté. Donc, on mesure que le produit a une valeur très importante dans cet impact de CO2 sur la chaîne de valeur. Et on va essayer de travailler chaque produit à tous les étages, que ce soit du champ de coton ou de son départ, des usines, jusqu'à la vente, au service et au recyclage. Donc, on travaille évidemment sur la réparabilité. Donc, on vise 100% de nos produits réparables. On a tout le panel de magasins qui nous permettent de réparer, et également des petits articles qui nous permettent de faire du SAV. Et également, on est de plus en plus maintenant sur de nouveaux business models. Je pense que si vous allez dans le magasin, vous pourrez louer pas mal de produits, en tout cas beaucoup de vélos désormais. Et on est en train de lancer des modèles, je pense que on en a parlé cet été dans la presse, en Belgique, avec un abonnement de l'ordre entre 50 et 80 euros. Vous pouvez avoir accès à des produits. Et c'est un abonnement et vous utilisez ces produits dans votre abonnement. Et ensuite, vous les ramenez. Ils sont reconditionnés, propres, et ils profiteront à d'autres personnes. Et on appelle ça le garage. Est-ce que ça ne vous a pas échappé? En tout cas, moi, chez moi, c'est comme ça. Dans mon garage, il y a beaucoup de produits de sport. Tous ne sont pas occupés. Et c'est un peu cette idée de dire que chacun a un garage chez soi. Et si c'était une proposition qu'on ferait d'avoir un garage pour vous, et vous payez l'abonnement, l'accès à votre garage. Voilà. Donc, c'est ça, tous ces nouveaux business models de recyclage, de réparabilité, d'abonnement, de location, qui vont faire des courts-circuits et on passe d'une économie linéaire à une économie circulaire. Voilà. Donc, c'est écrit en petit, mais je vais vous dire ce que c'est parce que souvent, c'est important, c'est walk the talk, c'est-à-dire essayer de ne pas faire du greenwashing. C'est qu'est-ce que c'est un produit éco-conçu? Donc, on a une ABAC de calcul, de dire ce produit, pour passer dans un référencement éco-conçu, et donc notre cible, c'est de développer les produits éco-conçus, de passer très rapidement à 30% de produits éco-conçus dans tous les produits que vous avez chez Decathlon. On était à 12% à la fin de 2021. On est en train on a passé la barre des 15% de produits éco-conçus. Alors, on dit, d'accord, mais c'est quoi un produit éco-conçu? Donc, on a des critères. Il faut que lorsqu'il y a un nouveau produit qui va changer, un polo qui va devenir d'une autre couleur ou un changement de coton ou un changement, il va falloir que dans le référencement, il fasse des bascules significatives pour être flagué éco-conçu. Voilà. Donc, c'est ça qui a marqué. Et c'est assez impitoyable. C'est pas de la philosophie, c'est in ou out pour devenir éco-conçu. Voilà, c'est des sélections de produits. Voilà, et vous avez ces produits. Si vous allez sur le site, vous verrez ce petit logo éco-conçu. Voilà, donc en résumé, c'est un projet humain, mais aussi un projet d'ingénierie de haut niveau, puisque vous avez aussi des élèves qui sont là-dedans. Et c'est un projet aussi d'écosystème qui engage des liens avec les fournisseurs, avec les clients, avec les localités. Il y a du recyclage qui peut se faire avec les parties prenantes locales. Donc, c'est un enjeu très fort avec des cibles à atteindre que vous voyez ici, dont je vous ai déjà parlé le nom de cette présentation, et des actions que vous connaissez dans les ateliers, dans le recyclage et dans les services. Voilà pour les encours de Decathlon. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, c'est une des bandes publicitaires qu'on a faites au printemps. On a fait la première avec on voulait faire en fait, moi j'ai dit au marketing, je veux un film en disant aidez-moi à investir en France, acheter une Renault. Bon, c'était un peu trop direct. Et donc on a dit on va faire un film de professionnels. Donc on a demandé à Toledano et Nakache, vous connaissez bien ces deux stars, et nous ont fait le premier film que vous avez vu avec des vrais salariés. Et puis comme c'était un grand succès, on a présenté ça le soir des élections présidentielles, on en fait un deuxième, celui-là. Avec un peu décalé, avec un jeune qui est venu faire ça dans une usine avec un jeune Didi, vous avez vu, on a fait ce film et c'est pas fini. En fait, on veut rapprocher la France et en fait, ça fait partie de la stratégie du groupe Renault. Luca Di Meo, donc italien, qui a pris la direction générale de Renault et dit moi, pour faire un grand constructeur, je veux d'abord qu'il soit constructeur fort dans son pays.
Donc, on a dit, on va être fort en France pour être fort dans le monde entier. C'est ça sa vision. Et donc, il m'a donné un objectif, c'est de faire la voiture électrique en France. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler dans ce que je vais vous présenter, de faire de la France le centre de véhicules électriques. Donc, on s'est donné une ambition simple. On s'est dit qu'on allait être le plus grand centre de production de véhicules électriques en Europe, hein, et le plus compétitif. Alors, on l'a situé dans les Hauts-de-France, puisque si on se dit toujours que dans un rayon de 300, dans un cercle de 300 km, il y a plus de 120 millions d'habitants. Donc, on est au cœur du marché. On s'est dit qu'on allait produire des véhicules du segment B et C. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire des citadines comme une Clio, hein, et puis des voitures un peu compactes comme la Mégane, qui est globalement le cœur du marché en Europe. Et puis, on s'est challengé un peu, on s'est dit qu'on allait faire 2/3 de véhicules électriques à l'horizon 2025. Et c'est ça qu'on s'est donné comme vision. Et finalement, on a été un peu plus loin dans ce domaine. On s'est dit que finalement, vous savez, Renault, c'est un peu celui qui a démocratisé la voiture en Europe. On l'oublie. Et donc, la voiture à vivre. Et on s'est donné un objectif de démocratiser la voiture électrique. On s'est dit qu'on veut faire des voitures électriques populaires et abordables au même prix qu'un véhicule hybride. Aujourd'hui, un véhicule hybride essence, c'est autour de 22 000 à 25 000 euros. On va faire une voiture électrique, 100% électrique, au même prix qu'un véhicule hybride. Ça sera un pas. Aujourd'hui, le véhicule électrique coûte à peu près un peu plus de 30 000 euros. En réduisant de 30% le prix de la voiture, on va pouvoir diffuser la voiture. Et puis qu'une voiture électrique, elle ne peut pas être moche, on a décidé d'en faire des emblèmes à travers la Renault 5. Donc, cette voiture-là, qui a 50 ans cette année, sera produite à Douai d'ici 2 ans pour conquérir le marché de la voiture électrique du segment des citadines. Alors, pour faire ça, il a fallu un petit peu réinventer. Je me compare toujours à Tesla. Tesla il arrive dans des pays, il prend des beaux terrains, il construit des usines comme ils veulent. C'est simple, quand on a un beau terrain, nous, on avait 3 usines qui avaient 50 ans d'histoire. Et quand on parle de recycler, réutiliser, on s'est dit, avec ces 3 usines de Douai et de Ruisse qui ont 50 ans d'histoire, on va en faire les usines les plus modernes du monde, aussi modernes que les usines qui sortent de terre aujourd'hui, en retravaillant cette usine. Donc, on a travaillé pour se dire, on va faire qu'une voiture électrique, ça va être 3% du prix de vente au coût de production. C'est des choses qu'on dit depuis des années. Hein. 3% du prix de vente, c'est le coût de production qui prend les salaires de production, les frais généraux, les amortissements industriels. Donc, on a réuni Douai, qui a une expérience de 10,6 millions de voitures. On a Maubeuge, 6,1 millions de voitures. Et puis Ruisse, 5,1 millions de boîtes de vitesse. On a réuni ces trois entreprises qui ont plus de 50 ans chacune, donc 150 ans d'expérience, pour en faire notre écosystème. Et donc, la première chose qu'on a faite, on a fait un accord avec nos partenaires sociaux. On a créé une filiale qui s'appelle Electricity, qui est depuis le 1er janvier 2022. Tous les salariés de Maubeuge, de Ruisse, qui avaient un contrat Maubeuge, Douai et Ruisse, sont devenus Renault Electricity, avec l'objectif, bien sûr, de mutualiser les fonctions communication, ressources humaines, ingénierie, ainsi de suite, d'être plus efficace, mais aussi de mettre en commun cette partie et de créer un écosystème. Alors, l'écosystème, on a commencé à créer le premier. Vous savez, l'industrie où on subit des crises de crise en crise. On a eu la crise du Covid, hein, comme tous. Puis après, il y a la crise des composants électroniques, qui est une deuxième crise. On a aujourd'hui, bien sûr, la guerre en Ukraine, qui est aussi une difficulté. Donc, tout ça, on a appris que finalement, on doit changer notre modèle. Et en partant aussi de mon expérience, que pour produire en France, c'est plus comme avant, quand un constructeur s'implantait, il attendait que les autres fournisseurs arrivent et il se met autour de lui et puis ils produisent. En fait, ce sont les constructeurs qui doivent ramener leur écosystème et ramener l'écosystème. Donc, on s'est dit, on va créer un écosystème. Le premier, on va mettre les bases. On va sécuriser la chaîne de valeur de la voiture électrique. Donc, dans la mission, je lui dis, voilà, on va faire que dans les Hauts-de-France, nous allons devenir le pôle d'excellence de la batterie. Et donc, la première étape a été de faire venir AEC Envision à Douai. Donc, sur les terrains de Douai, nous avons réduit notre empreinte industrielle de 144 hectares. Et ces 144 hectares de bâtiments
démolit ces bâtiments pour construire l'usine de batterie AEC Vision. Alors, AEC Vision, ce n'est pas un Chinois. AEC Vision, c'est d'abord une entreprise qui a été créée par Nissan. Et je rappelle à tous que Nissan fait partie du groupe Renault. Et donc, on a cette usine AEC Vision qui fabriquait des batteries au Japon et en Chine pour Nissan, qui s'est développé avec qui s'associe avec un partenaire chinois pour se développer encore plus et qui va créer sa première usine de batterie à Douai. Et puis, vous savez, par rapport à la crise des composants, ainsi de suite, le vrai enjeu de la voiture électrique, c'est de sécuriser les capacités de production de batteries. Donc, on avait dans le Vercors une petite entreprise qui s'appelait le Vercors, composée de plein d'ingénieurs, de chercheurs de différentes expériences. Et on s'est dit, vous savez quoi, eh ben, on va prendre des parts dans cette entreprise, Renault, et on va vous aider à faire une batterie, une usine de batterie, et on l'a mis à Dunkerque. Comme ça, on a sécurisé 2 usines de batterie, donc une de 2 milliards d'euros d'investissement à Douai et une d'1 milliard d'euros d'investissement à Dunkerque pour sécuriser notre production de batterie. Une voiture électrique, c'est une batterie, mais aussi c'est la boîte où on met la batterie et qu'on vient la mettre dans la voiture. Et donc, on a été chercher nos différents fournisseurs de cette boîte, hein, et puis on a trouvé Mint, un Chinois, et qui s'est dit, moi, je suis prêt à venir en France. La plupart, non, en France, prêt à venir en France. On s'est dit qu'il fallait quand même sécuriser les choses, et on a fait une JV, une co-entreprise entre Renault et Mint, qu'on a implantée à Ruisse. Donc, aujourd'hui, première chose, on a sécurisé toute la chaîne de valeur de la batterie. Une voiture électrique, c'est une batterie et un moteur. La deuxième étape, c'est à Cléon, en Normandie, nous avons une usine qui fabrique le moteur électrique et nous avons sécurisé autour de cette usine toute la fabrication du moteur électrique. Donc, ça, c'était la première étape. Et cet après-midi, j'ai lancé la deuxième étape. C'est fait dire tous les fournisseurs classiques, des sièges, des pare-chocs, des phares, des volants, des planches de bord, ce que vous voulez, donc Plastic Omnium, Forestia, enfin, tous ceux l'automobile. Alors, on a dit maintenant, c'est plus, avant, rappelez-vous, hein, c'est low cost country, le plus loin possible. Maintenant, moi, je leur ai dit, c'est 80% des fournisseurs à moins de 300 km des usines Renault de Hauts-de-France. Pour réduire le CO2, mais surtout pour réduire, pour améliorer la chaîne de valeur. Avec ça, on va gagner du capital par les stocks, on va gagner du temps, du transport, du CO2, des mètres carrés, on va gagner plein de choses. Et surtout, on va développer en durable un écosystème. Et cet après-midi, nous avons fait ce lancement. Nous en mettons en commun avec un centre académique. Ensemble, nous avons fait une école de formation pour former nos techniciens de maintenance, parce qu'aujourd'hui, on a une pénurie de tiers de maintenance. Nous avons fait l'insertion professionnelle. Moi, je suis convaincu que les jeunes qui sont aujourd'hui en recherche d'emploi sans qualification, ils ont envie de travailler. Et donc, on va travailler ensemble pour créer un centre de formation. Et je cherche aussi, j'en discuterai avec M. le recteur, c'est peut-être que des étudiants dans différents domaines peuvent nous aider à comment créer la phase d'insertion d'un jeune entre aujourd'hui celui qui est dans les quartiers, hein, et comment on peut l'intégrer dans l'entreprise. N'oubliez jamais qu'il y a 93 000 allocataires du RSA dans les Hauts-de-France et je pense qu'il y a 30 000 qu'on peut aller chercher. Et quand je fais globalement le projet qu'on veut défendre par Renault, on a besoin d'aller chercher ça. Ce n'est pas uniquement ce domaine. On veut aussi travailler, bien sûr, avec vous. Hein, vous avez rencontré mes équipes. Je cherche à créer le master de la mobilité électrique dans les Hauts-de-France. On cherche aussi à créer des startups. On a quelques contacts déjà avec des startups pour aller finalement créer le digital, l'industrie 4.0. Et puis, on va travailler sur toutes les synergies possibles, mettre en commun nos achats, mettre en commun tout ce qui est ne pas le cœur de métier, hein, mais vraiment d'accélérer, puisque produire en France, c'est possible à condition qu'on puisse travailler différemment. Je rappelle que depuis des années, on a dit que ce n'était pas possible de produire des petites voitures en France. Donc, Renault Electricity va démontrer que c'est possible à travers cet écosystème. Alors, pour vous dire, important, c'est vraiment le point clé, le partenariat stratégique sur la chaîne de valeur. Et ça, c'est vraiment un point, vraiment
l'essentiel, nous devons sécuriser. Donc, dans une batterie, ça commence par du recyclage. C'est important dans cette partie de recyclage. D'abord, parce que le recycler une batterie, c'est lucratif. Premièrement. Deuxièmement, il y a aussi des lois qui l'imposent de plus en plus à la loi batterie d'avoir un pourcentage de matière recyclée dans une batterie. Donc, nous avons sécurisé cette partie. Matière première, nous avons mis en commun des partenariats avec Vulcan et d'autres. Imaginez, Renault va dans les mines de lithium pour aller acheter des quantités de lithium pour sécuriser sa production. Ça, c'est tout ce qu'on a appris avec les crises successives. Et puis après, les cellules et les modules que nous avons fabriqués avec AEC Vision à Douai et puis Vercors à Dunkerque. Le BSM, ça c'est une conception Renault. On va finalement travailler sur le bac batterie, ce que je vous ai expliqué avec Mint, et puis bien sûr l'assemblage. En 2020, nous maîtrisons 10% de la chaîne de valeur. En 2030, 80%. Et en 2022, 30%. C'est vraiment un point important dans ces parties. C'est pour ça qu'on attend toujours un peu qu'il y ait une certaine logique et que le prix de l'énergie, de l'électricité reste à un prix abordable. Sinon, on explique qu'il faut passer à l'électrique et puis finalement, on fait l'inverse. Alors, l'élément clé pour cette réussite, c'est accroître des compétences. Et de dire ça dans une université, c'est quand même, je pense, à du sens. Nous devons accroître les compétences, booster l'innovation, attirer les talents, accompagner la transition vers le véhicule électrique. Ça, c'est vraiment une des points clés aussi. On a parlé de la sécurisation des matières premières, des batteries, l'écosystème, cette partie-là. Pour ça, on veut s'appuyer, entre autres, de vous, et on veut développer le e-Mobility Academy à différents niveaux. La première niveau, c'est le centre de formation que nous avons créé à Douai pour l'insertion de la formation des jeunes, qui seront des opérateurs de production, jusqu'à créer le master de la mobilité dans les Hauts-de-France. En parallèle, chez Renault, nous avons Software République, qui est notre centre de recherche du soft. Vous savez que, on va dire en 2025, il y a une voiture a plus de valeur soft qu'une voiture hard. Il suffit de regarder la Mégane, la nouvelle Mégane E-Tech, vous allez voir que c'est une voiture il y a autant de calculateurs dans le Mégane E-Tech que dans l'Airbus, en termes de nombre de calculateurs. Et donc, la voiture va devenir le smartphone et en termes de valeur, elle a beaucoup plus de valeur de soft. Donc, on a Software République qui sont notre centre de recherche à Sofia et Toulouse, qui va nous aider à travailler avec des startups, mais pas pour développer des voitures, mais pour développer plutôt le digital, l'industrie 4.0. Aujourd'hui, il y a plein de solutions, mais on va aller plus loin dans cette partie-là. Donc, un écosystème sur la partie de la batterie, un écosystème global de la voiture et un écosystème autour de la formation et puis des startups. Alors, tout ça, quand j'ai vu ce projet, j'ai dit, mais on peut pas être un fabricant de voitures propres. Alors, certains d'entre vous, bien la voiture électrique, ce n'est pas propre. On peut faire les calculs, c'est trois fois plus propre qu'une voiture thermique. Si je prends la meilleure des voitures qui consomment aujourd'hui 90 grammes de CO2, quand on prend la vie d'une batterie, ainsi de suite, on est plutôt autour de 40 grammes avec une électricité décarbonée comme la France. Donc, la voiture électrique est beaucoup plus propre que la voiture thermique. Et ça, on peut vraiment encore le développer, cette partie. Je suis bien prêt à l'expliquer. On doit maintenant expliquer aux gens que la voiture électrique est une voiture aussi moins chère. Comparé à une voiture, la Mégane, c'est 2,50 € pour 100 km. Comparé à la meilleure voiture thermique qui va consommer 4 litres 100, donc qui va faire 8 euros. Aujourd'hui, 1,50 €, vous savez que c'est un peu une baisse fictive. Donc, on s'est dit voiture propre, il faut qu'on soit neutralité carbone. 2025, Douai, Maubeuge, Ruisse, nous sommes à neutralité carbone. Alors, comment? D'abord, nous avons acheté de l'énergie décarbonée. Donc, pas des certificats d'origine garantie, vraiment de l'énergie produite d'énergie renouvelable avec Voltalia, qui est un des nouveaux entrants qui a sécurisé l'énergie renouvelable. Et donc, on a acheté la capacité d'électricité nécessaire à partir de 2024. Ensuite, chaleur décarbonée.
je ne sais pas si vous imaginez une usine de production de voitures. Bon, on a notre marché avec Engie et puis Dalkia. Je le dis parce que c'est important de partir de ses partenaires, on ne va pas parler de Renault. Nous allons décarboner. Alors, sur Douai, on va faire ce qu'on n'a jamais fait en Europe, la géothermie. On a la nappe nécessaire et on va utiliser la géothermie. Première usine en Europe, je ne peux pas dire dans le monde parce que je ne sais pas, mais en tout cas en Europe, c'est la première usine qui sera complètement avec son réseau de chaleur, avec la géothermie. Malheureusement, à Maubeuge, on n'a pas trouvé la même nappe et donc on sera en biomasse. Ensuite, avec la process digitale, tout ce qui est l'industrie 4.0, aussi, on va baisser notre consommation par l'amélioration du pilotage. Compacité des sites, on a réduit de 144 hectares le site de Douai. On a fait le même projet à Maubeuge, donc de compacter nos sites pour pouvoir moins de surface à chauffer, moins d'énergie, ainsi de suite. Et puis, il faut finir, il nous restera 7% de compensation qu'on ira chercher d'une manière très naturelle. Donc, globalement, la partie neutralité carbone, elle est aussi essentielle que le projet industriel sur les batteries. Voilà ce que je voulais partager. Est-ce que vous pouvez commenter rapidement le travail de la designer couleur matière qu'on vient de voir? Est-ce qu'elle est adossée à une seule, cette démarche est-elle adossée à une seule voiture, à un seul véhicule, pardon, ou est-ce que vous déployez toutes les voitures que nous lançons? Voilà, ça, c'est ce qu'on va présenter dans quelques jours au Salon de Paris. C'est la future Scénic qui sera fabriquée à Douai, qui sera une voiture électrique qui a 650 km d'autonomie. Pour vous dire, on travaille déjà sur la prochaine voiture, c'est la Renault 5. Donc, dans la même logique, d'augmenter une Renault 5, ça sera 50% de matière recyclée déjà dans une voiture. Déjà, à l'origine, c'est ce qui est énorme aujourd'hui. Hein. Je ne parle pas de matière recyclable, je parle de voitures conçues avec des matières recyclées. Donc, c'est vraiment important puisque tout à l'heure, j'ai aimé votre intervention. En fait, finalement, et on le voit, l'intérêt pour le respect de l'environnement, il est aujourd'hui, il est complètement. On a changé le monde. Moi, ça fait 30 ans que je fais des voitures. Les clients aujourd'hui sont complètement vraiment une approche différente. Sur Mégane, on a rencontré, je ne sais pas, des visites, Patricia, 500, 600 personnes qui sont venues visiter cette usine. Ce côté décarbonation, recyclage, toute cette partie-là, elle suscite vraiment un choix dans le produit. Donc, je pense que le projet que porte Renault est un projet très cohérent. Et c'est ça qui me donne toute cette motivation. C'est un projet vraiment cohérent sur la conception de la voiture, sur le recyclage, sur la production, sur l'écosystème, sur la localisation. C'est vraiment un point, c'est essentiel. Je pense qu'en 2030, le client, et c'est pour ça que je n'ai pas peur des Chinois, sur les voitures chinoises qui sont aujourd'hui, qui proposent des voitures à 20% moins chères pour venir dumper le marché et nous tuer, parce que c'est leur stratégie. Je n'ai pas peur parce que le client va acheter une voiture, il va s'intéresser à tout ça derrière. Et ça, je pense que c'est essentiel pour des produits. Merci infiniment pour vos engagements, tant pour le territoire que pour la planète. Et je propose qu'on poursuive les temps d'échange, peut-être de questions-réponses, qu'on les transfère du côté du cocktail, parce qu'il faut avancer aussi avec nos différents intervenants. Je vais devoir vous quitter. J'ai un déplacement dans la foulée. Donc, s'il y a des questions, Patricia sera en mesure d'y répondre, je suis sûr. Je suis désolé. J'aurais bien voulu rester et partager plein de choses avec vous, mais je dois partir. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Votre venue. Merci. Tu vois, la première fois que je suis arrivée ici, j'ai découvert un lieu hyper dynamique avec tout plein d'acteurs et d'actrices de terrain. CEO ici, c'est le plus grand lieu d'occupation temporaire d'Europe. C'est un vrai lieu de co-création, il y a plein de partenaires, c'est hyper polyvalent et je trouve que c'est super motivant de travailler dans un environnement comme ça. En fait, le fait que le master soit ici, dans des lieux transitoires, ça ouvre plein de possibilités. Je trouve super intéressant en plus, c'est qu'il y a vraiment une multitude de profils différents dans ce master. Et par exemple, toi, tu as fait graphisme, toi, tu as fait publicité, moi, j'ai fait architecture. Ouais, on a des compétences et des points de vue vraiment différents. C'est tellement enrichissant de pouvoir travailler avec des gens comme ça, d'horizons complètement différents.
Puis on est un groupe surtout, et du coup je trouve ça super intéressant parce qu'il y a plein de personnes qui partagent la même vision que moi, cette envie de changer les choses, et c'est super motivant. En plus, on a toutes et tous remis les choses en question de nos précédentes formations, et là on trouve vraiment un sens qu'il n'y avait pas du tout avant. Et ce qui me plaît le plus à moi, c'est de pouvoir utiliser mes compétences artistiques pour les enjeux d'aujourd'hui et les enjeux du réel. Waouh, non mais je vois vraiment ce que tu veux dire. Moi aussi, je cherchais quelque chose qui soit vraiment plus ancré dans le concret. Et se concentrer comme ça sur les besoins des usagers et usagères, comme on l'apprend ici, c'est vraiment différent que ce que je faisais avant, qui était juste vaguement s'y intéresser, alors que je trouve ça hyper important. Ça permet d'être beaucoup plus inclusif, de faire de la collaboration, de la co-création, et genre ouais, des workshops avec les gens pour trouver les meilleures solutions. Puis au début, c'est un peu flou, mais on apprend des outils pour mettre en place cette méthode, et au final, il y a plein de ressources, quoi. Comme tester, prototyper, aller sur le terrain. Comme ça, on voit directement ce qui marche de ce qui ne marche pas. Et c'est super utile quand tu as des problématiques complexes comme celle d'aujourd'hui. Après, moi, ce qui m'intéresse surtout dans ce master, c'est la dimension concrète. Les projets qu'on fait, c'est pas du vent, quoi. On est vraiment avec des partenaires, des professionnels, et ça change. En plus, on s'attaque à plein de problématiques. On a bossé sur la mobilité douce ou les incivilités dans la ville. Ou d'autres thématiques comme la végétalisation, il y avait aussi l'alimentation dans les écoles, l'économie circulaire, le consentement auprès des jeunes. Au final, tu arrives ici et tu ne sais pas trop si tu vas rencontrer des gens qui ont les mêmes envies, les mêmes accroches. Et puis, tu rencontres des gens incroyables et tu sens qu'avec ces personnes, tu peux vraiment apporter ta pierre à l'édifice. Puis, je sais pas vous, mais moi, il y a vraiment une phrase qui m'a marqué au début de ce master. C'est le fait qu'il y ait 85% des métiers de 2030 qui n'existent pas. Donc, c'est génial parce que ça laisse vraiment la possibilité de trouver ce qui t'anime et de te créer un métier, quoi. Alors Olivier, qu'est-ce que le design d'innovation sociale? Alors, il n'y a pas vraiment une définition claire, mais le design plutôt lié à la production, là, c'est plutôt comment est-ce que le design peut être centré sur l'humain. Comment est-ce que l'humain, la matière sociale, sociétale, peut devenir l'outil de réflexion? Comment est-ce que ce design, comment cette réflexion créative peut travailler ces grands enjeux-là, les enjeux qui nous attendent sur cette société à construire? Alors, on entend vos étudiants qui expliquent un petit peu ce qu'ils font. Est-ce que vous aussi, avec des exemples concrets, vous pouvez nous expliquer le fonctionnement du master et puis aussi depuis combien de temps existe ce master, parce que c'est une initiative assez récente? Il existe depuis 2019. Moi, j'étais responsable à l'époque d'un laboratoire design d'innovation sociale. J'ai eu la chance d'avoir la visite de ce directeur de l'école supérieure artistique de Saint-Luc-Bruxelles, qui m'a dit, voilà, je crois que là, on est sur quelque chose qu'il faut faire. C'est une dynamique, je pense, qui est inhérente aux enjeux futurs. Et donc, est-ce que tu as envie de monter quelque chose? Je me suis associé à un sociologue parce qu'effectivement, si on travaille la matière humaine, il faut connaître cette matière humaine. Moi, je suis designer de formation, donc je suis plutôt sur le terrain, et lui, il est plutôt sur l'académique. Et donc, ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est mélanger la pratique, la théorie, la pratique, le terrain, plutôt de production créative, et plutôt la réflexion sociale, sociologique, etc. Alors, on a quoi? On a un Master 1, Master 2, on a une quarantaine d'étudiants, un Master qui permet aussi de faire des recherches doctorales, et puis on a un nouveau Master qui est monté avec la coopération belge, où nous accueillons, tout frais payé, une dizaine d'étudiants venant des pays d'Afrique, que nous mélangeons avec des designers et des étudiants plutôt côté nord. Et l'idée, c'est de réfléchir à la ville de demain. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est comment est-ce qu'on mutualise des savoirs et comment est-ce qu'on s'inspire d'une résilience des pays du Sud et nous, notre passé industriel, comment est-ce qu'on réinvente ce passé industriel à partir de cette résilience du Sud. Donc c'est plutôt se dire, on ne va pas, vous savez évidemment, les colonies belges, évidemment, on ne va pas apprendre et dire, voilà, nous savons et nous donnons, prêchons la bonne parole, plutôt comment est-ce qu'on mutualise ce savoir et comment est-ce qu'on construit des solutions ensemble. Et ça, c'est très important. Les étudiants en ont parlé. L'idée, c'est de donner aussi des outils aux étudiants pour co-construire des solutions. Donc, on n'est pas, en tant que professeur, en disant, voilà, je vous enseigne la vérité. C'est plutôt comment est-ce qu'on arrive à donner des outils qui permettent à ces étudiants de trouver leur place dans cette société
Et on en a parlé précédemment, de qu'est-ce qu'ils veulent construire, comment est-ce qu'ils veulent imaginer leur futur, et comment est-ce qu'on permet de pouvoir travailler ensemble à ces solutions. Alors, comment faire, évidemment, en étant ancré dans le réel. Donc, on ne travaille que sur des projets réels, avec des collectivités, avec une région, avec une administration, etc., qui vient nous voir avec des problématiques réelles. Donc, nos étudiants travaillent avec nous sur ces problématiques. Alors, dernier outil qu'on a mis en place, c'est une cellule de recherche. Pourquoi? Parce que nous sommes évidemment dans une temporalité académique qui fait qu'à un moment donné, ça commence ça commence en septembre, ça finit en juin. Et on avait des partenaires qui nous disaient, mais oui, nous, on a trouvé du financement, maintenant, on va continuer. Ce projet, il est super. Sauf qu'on a dit, bah oui, mais nos étudiants, ils sont partis entre-temps. Donc là, l'idée était de monter une cellule de recherche où on pouvait effectivement offrir à ces partenaires la possibilité de construire ce projet et de continuer ce projet avec les étudiants qui sont sortis. Et on demandait à ces étudiants, revenez dans cette cellule de recherche et travaillons ensemble à ces solutions et les rémunérer, évidemment, pour travailler dans ce projet. Alors moi, je suis venue vous visiter, c'était à la fin août. Et d'ailleurs, les étudiants en parlent également dans la vidéo. Le lieu est assez original, le lieu où est installé votre master. Alors, c'est complètement déconnecté de Saint-Luc. Hein, vous êtes à quelques kilomètres de l'école Saint-Luc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce lieu et comment, en fait, il influe sur la pratique des étudiants? Alors, c'était au départ plutôt un manque de place dans l'école. Et finalement, on a fait une force. On s'est dit, mais finalement, on est en train de prôner le travail de terrain, etc. Déconnectons-nous de l'école, de son infrastructure et allons dans des lieux où ça se passe. Et donc là, la vidéo que vous voyez là, c'était la plus grosse occupation temporaire d'Europe qui occupait un lieu qui sont les anciennes casernes de gendarmerie de Bruxelles. Entre-temps, ce lieu est fermé et on a actuellement déménagé dans un autre laboratoire, et là pour un temps plus long, qui dépend de Bruxelles Propreté, qui s'occupe de tout ce qui est déchets au niveau de la région. Et là, c'est vraiment un laboratoire qui accueille différentes entreprises et start-up qui réfléchissent sur le recyclage, etc. Pour nous, c'est très important d'avoir nos étudiants qui sont ancrés dans une dynamique entrepreneuriale et dans une dynamique réelle de solutions. Et donc là, il y a toute une série de liens qui peuvent se nouer, soit sous forme de stage, soit sous forme de projet, soit sous forme de dynamique personnelle et autres. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que y a-t-il des exemples peut-être concrets, des commandes qui vous sont passées par des collectivités ou alors des entreprises directement pour pousser, développer des projets avec les étudiants? Alors, un des projets, par exemple, liés au lieu que nous occupons là, donc on essaye de développer avec les Master 1 lors du premier semestre plutôt un projet social et au second semestre plutôt un projet durable. Là, pour revenir au lieu que nous occupons, en fait, en gros, c'est un espace qui accueille énormément d'entrepreneurs qui finalement sont un petit peu le nez dans le guidon et qui n'arrivent pas à s'extraire un petit peu de toutes leurs pratiques. L'idée du travail avec les étudiants que nous allons mener avec eux, c'est de pouvoir, donc puisque c'est Bruxelles Propreté, il y a énormément de flux de déchets qui arrivent, c'est aussi de se dire, on a un pourcentage de déchets qui arrivent, qu'est-ce qui en ressort, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment est-ce que les entreprises qui font des activités de ce genre-là valorisent ces déchets, quel pourcentage ça génère, qu'est-ce qu'on peut trouver aussi comme mutualisation entre les différentes entreprises qui sont là, sur la gestion de ces déchets, et au-delà de ça, comment est-ce qu'on génère un ancrage territorial dans un lieu qui est proche de Molenbeek, qui est un quartier que vous connaissez pour d'autres raisons, évidemment, mais qui est un ancien quartier industriel de la ville de Bruxelles, en se disant, très bien, on est ancré là, on a une dynamique qui est entrepreneuriale, on a des nouvelles pratiques. Comment est-ce que ces pratiques peuvent influer ou générer une dynamique plutôt sociale avec le quartier? Donc voilà, donc ça c'est un petit peu la mission et ce que nous disons à nos étudiants, on s'engage ensemble sur un projet, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Donc quelque part, on est tous engagés dans le même bateau, on est tous logés à la même enseigne et si on trouvait des solutions ensemble. Donc, à me rejoindre Olivier Varlet, directeur général délégué d'Eura Materials, Rose Ekwe, designer textile résidente aux ateliers de la ville de Paris, et Hubert Mott, fondateur de La Vie est Belt. Installez-vous. La première question, on va
vers vous, Olivier. En tant que directeur général, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus, préciser les missions générales d'Eura Materials, pôle de compétitivité, entre autres? Oui, merci. Bonsoir à toutes et tous. Eura Materials est né de la fusion entre deux pôles de compétitivité, Matichem qui était matériaux, innovation, chimie, et puis le pôle textile technique situé à Tourcoing. Et nous avons fusionné en juillet 2019 pour créer Eura Materials, cluster des industries de transformation des matériaux. Donc nous, notre spécialité, c'est tout type de matériaux, textile, papier, bois, carton, polymère, etc. Et nous pensons, dommage que M. de Renault soit parti, nous pensons que dans beaucoup d'objets finis tels que la voiture, mais pas que, il faut travailler sur l'hybridation des matériaux. Voilà. Donc ça, c'est Eura Materials. Ah oui, j'ai pas la zapette. Pardon, j'ai pas la zapette. On a répété, il fallait une zapette pour avancer. Voilà. J'ai oublié la zapette. C'est en haut là ou sur les côtés? Ok, merci. Pardon. C'est ça. Voilà. Donc nous, oui, pôle de compétitivité à l'origine. Nous travaillons en lien étroit avec un club d'entreprise qui s'appelle Club Tex, que certains connaissent, fort d'un certain nombre d'adhérents. Nous avons créé notre incubateur accélérateur qui s'appelle IncubAccel, incubation et accélération, comme son nom l'indique. Et puis, classiquement, sur un lieu totem, on trouve une offre de service, des réseaux avec des entreprises, des partenaires académiques, dont la Cato, entre autres, et puis un parcours que je résume de l'idée au marché. Parmi nos adhérents, alors là, je vous ai mis un tout petit échantillon d'adhérents, puisque nous sommes 180. Et les entreprises qui sont chez nous sont issues, vous le voyez, hein, il y a des noms bien connus, Arc International sur les problématiques liées au verre, à la robotique, aux aciers spéciaux pour les moules, etc. Mais aussi les gens de l'emballage, si on cite McCain est impacté par ça, le textile avec Dixon Constant, etc., etc. Une approche à 360 degrés, puisqu'en fait, j'ai évoqué les différents matériaux, hein, papier, bois, carton, etc. Il faut de la chimie pour donner des propriétés aux matériaux. Et chimie plutôt douce ou chimie verte, compte tenu de ce qui vient d'être dit sur le développement durable. Donc, on réfléchit d'abord sur leurs usages, on réfléchit à la conception des matériaux et de tout ce qui en découle, les process industriels, comment on utilise telle matière, comment on utilise telle énergie pour la transformer et comment on gère surtout la fin de vie de ces matériaux, avec évidemment la prise en compte de leurs impacts. Et puis enfin, pour terminer, ce fameux lieu totem à Tourcoing que je vous invite à aller visiter. Il y a notamment à côté de nos bureaux, bureaux de nos startups, puisque nous servons aussi un peu d'hôtel d'entreprise. Nous avons en face de notre bâtiment le fameux Centre européen des textiles innovants, qui est une plateforme technologique que certains connaissent de très haut niveau. Voilà pour cette partie. Et alors, comment vous accompagnez les startups ou les porteurs de projets qui souhaitent développer une production propre et responsable? Alors, les startups, d'abord, ne sont pas des startups, sont des créateurs, des porteurs de projets. Peut-être qu'ils deviendront startups. Plusieurs préoccupations très renforcées ces derniers temps à cause de la crise énergétique qui a été évoquée. C'est comment on sécurise les approvisionnements. J'ai adoré la présentation de Renault, puisque effectivement, quand on parle de consommation, bilan carbone, il faut réfléchir à la proximité des appros. Et je peux vous dire qu'en ce moment, les industriels sont très inquiets. Il faut réfléchir à l'énergie,
Je parlais d'Arc International tout à l'heure. La facture est passée de 19 millions d'euros d'électricité à 75 millions et l'année n'est pas finie. Rien que ça. L'incubateur, classiquement, c'est une capacité à travailler les sciences de gestion, à bousculer les gens sur leur vision. J'utilise volontairement le terme bousculer ou challenger, on va dire, pour les amener à un niveau de performance qui leur permet de concourir aux demandes de fonds, notamment du Fonds régional innovation, pour démarrer les POC, les preuves de concept. Voilà. Et puis, en raccord avec ce propos, dire que je suis personnellement très impliqué, puisque je suis administrateur de cette structure. Je veux parler du CBIO, qui est le Centre européen d'excellence en biomimétisme, mais là aussi, ça fait raccord avec les différents propos qui ont été évoqués. En fait, le biomimétisme, c'est l'observation des sciences du vivant, que ce soit du monde animal ou du monde végétal. Monsieur a parlé de la forêt et du mycélium. J'écoutais religieusement, évidemment, pour information, le mycélium peut être un matériau vivant pour substituer le polystyrène. On s'en parlera au cocktail, entre autres. Voilà, donc forcément, on est très cohérent dans la démarche développement durable, puisque on ne peut pas imaginer de réflexion intéressante à destination des industriels quand on ne se préoccupe pas de ces sciences-là. Absolument, et justement, c'est une transition toute faite avec le travail de Rose. Rose, vous êtes designer textile, vous êtes formée au métier du design, de la mode et du tissage à l'école du Perret à Paris. Vous avez également suivi une formation à l'école des Arts du Rhin de Mulhouse. Et en fait, vous avez inventé un textile particulier à partir d'algues et de lin. Vous avez déposé un brevet en 2020. Vous êtes toujours en phase R&D. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce travail-là et quelles sont vos perspectives? Très bien. Alors, bonjour à tous. Donc, peut-être pour contextualiser un petit peu ce que je vais dire par la suite, je vais peut-être aussi commencer très rapidement par décrire donc mon parcours plutôt après école, parce que comme le disait Céline, j'ai été formée au métier du design et de l'artisanat textile, donc à l'école du Perret à Paris et ensuite à la HIR, donc la Haute École des Arts du Rhin de Mulhouse en Alsace. Et suite à cela, j'ai pu intégrer l'incubateur culturel Fluxus, donc il y a un incubateur qui a été initié par la DRAC Grand Est et par le ministère de la Culture. Et c'est ensuite, suite à cela, que j'ai intégré donc, les ateliers de Paris, où je suis actuellement aujourd'hui en résidence. Et voilà, je dirais que c'est vraiment ces deux structures qui m'ont aidé, soutenu à créer ce projet sur lequel je suis aujourd'hui en train de travailler et que je vais vous présenter. Et donc, qui permet justement c'est un incubateur qui m'a permis de mettre au point toutes ces choses, puisqu'effectivement, aujourd'hui, je travaille donc sur la mise en place d'un atelier de recherche et de design textile, parce qu'effectivement, je me situe vraiment entre ces deux terrains, puisque j'ai une pratique qui mêle à la fois des techniques de tissage artisanal et ancestral, avec de nouveaux procédés de fabrication. Et c'est justement là où je vais venir au gélotextile, parce qu'effectivement, c'est avec l'aide d'ingénieurs que j'ai pu mettre au point donc, une formule spécifiquement conçue à partir d'algues brunes, qui m'a permis donc, de développer ma propre technique de filage pour concevoir ce que j'ai nommé donc, des gélophiles, qu'on peut voir sur le visuel donc, là à gauche, droite pour vous. Donc voilà, donc en fait, ce sont des fils que... Voilà, je leur donnerai ils ont une caractéristique assez étonnante, je dirais, parce qu'en fait, ils ressemblent à du plastique. Donc, c'est un matériau qui est assez flexible, transparent, assez malléable. Et en même temps, donc c'est un matériau qui, de par sa composition 100% algues, est entièrement biosourcé, renouvelable, puisque issu de coproduits alimentaires, entièrement biodégradable et compostable en terre. Et à savoir qu'il a également des propriétés hydratantes et cicatrisantes au contact de la peau. Donc, ça peut également ouvrir d'autres usages. Donc, voilà. Et donc, c'est ce fil que je tisse ensuite avec du lin. Voilà. Donc là, par exemple, je travaille sur mon métier manuel de prototypage.
pour concevoir donc, de nouvelles structures de matière donc, que je conçois vraiment en réponse à des enjeux écologiques et contemporains pour lesquels je suis engagée. Et donc, voilà, ce sont ces matières que j'ai nommées les gélotextiles. Donc là, j'ai quelques visuels pour faire défiler. Voilà. Donc, ce sont des matériaux qui ont un toucher assez surprenant, qui ont une texture assez particulière et assez singulière et assez inédite sur le marché du textile. C'est pour ça qu'on a, décidé de déposer un brevet en 2020 donc sur ces matériaux. Donc, à la fois pour protéger de façon juridique cette innovation, mais également pour ouvrir à des projets de collaboration par le biais justement d'obtention de licences. Et donc, vous disiez que voilà, aujourd'hui, j'étais encore dans une dans une phase de recherche et développement. Effectivement, c'est le cas parce que c'est un très gros travail, car très long, très laborieux. Donc, de réussir à réunir les soutiens, les compétences, les fonds, les subventions pour financer à la fois la recherche et le développement, mais aussi donc, le dépôt de brevets. Ça a été un très long travail dans lequel je suis encore dedans, plein dedans. Et donc là, je suis extrêmement ravie parce que justement, prochainement, on va relancer un nouveau plan de recherche avec l'ENSISA de Mulhouse, donc, qui est l'école d'ingénieurs de Mulhouse et son laboratoire partenaire, donc le LPMT. Et donc, l'idée de cette recherche, ça va être de mettre au point un procédé de filage encore plus optimal en vue de l'industrialiser et de développer aussi toute une recherche au niveau des caractéristiques du matériau pour être à même de savoir quelles sont les caractéristiques exactes de ce fil. Et donc, c'est ça qui va me permettre par la suite de pouvoir justement utiliser ce fil pour confectionner des textiles que je tisse artisanalement dans mon atelier pour répondre à des projets sur mesure dans le domaine plutôt de la décoration d'intérieur et de l'architecture d'intérieur. Donc, pour concevoir, par exemple, des revêtements muraux tissés, des luminaires, parce qu'il y a aussi la transparence qui passe à travers le fil. Voilà, ça peut être des séparateurs d'espace, des claustras. Donc voilà, c'est l'idée de l'application de ces matières. Et en ce qui concerne la suite, là, je vais intégrer très prochainement donc, le JAD, qui est le jardin, enfin, c'est le diminutif du jardin des métiers de l'artisanat et du design. Donc, c'est un lieu qui vient juste d'ouvrir ses portes à Sèvres. Donc, l'idée de cet espace, c'est de créer un lieu d'expérimentation croisée entre différentes pratiques du champ de l'artisanat et du design. Et donc, ça va donner lieu justement à des projets de collaboration interdisciplinaire entre les différents savoir-faire et entre les différentes compétences donc des artisans et des designers qui seront résidents dans ce lieu. Et donc, c'est situé à Sèvres, donc dans la Cité de la Céramique. Donc, c'est un projet qui a été copiloté par le département des Hauts-de-Seine et qui est aussi dirigé par Grégoire Talon, donc qui prend le relais un peu sur ce projet. Donc, voilà, je pense que ça va donner suite à des projets assez intéressants par la suite. Et ça, c'est pour quand, l'intégration des JAD? Alors, le JAD a déjà ouvert. Donc, d'ailleurs, en ce moment, il y a une exposition inaugurale jusqu'au 6 novembre. Et donc, moi, j'y emménage en décembre. Mais là, il y a déjà les premiers résidents qui sont arrivés. Donc, le lieu commence déjà à prendre vie. Il va aussi y avoir régulièrement, tous les 3 mois, des expositions avec des événements organisés autour de ça, donc des tables rondes, des conférences autour des sujets. Donc, voilà, c'est vraiment un lieu qui va aussi avoir une idée de diffuser un peu ces métiers. Voilà. On viendra vous voir et on va suivre vos travaux avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Hubert, quant à vous, vous êtes un pur produit local. Autrement dit, comme le disait Patrice Koffler, vous avez étudié à l'Université catholique de Lille, vous êtes diplômé des arts et métiers en 2016 et actuellement, votre start-up est installée à Blanchemaille by Eura Technologies à Roubaix depuis 2019. Pouvez-vous nous raconter votre histoire, vos engagements et la création de cette marque bien connue maintenant chez nous, La Vie est Belt? Avec grand plaisir. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là. Ça a du sens pour moi d'être là. Il y a 6 ans, j'étais encore à l'école et mon directeur de l'ICAM, enfin, l'ancien directeur de l'ICAM est présent. Donc ça me fait chaud au cœur d'être là. Donc je m'appelle Hubert Motte. Cette photo, c'est le début de cette aventure entrepreneuriale. Il y a justement 6 ans, je venais d'être diplômé de l'ICAM, donc école d'ingénieur ici. J'avais travaillé en alternance dans une petite boîte du coin qui s'appelle Decathlon. Je crois que vous en avez entendu parler un peu. Moi, j'étais basé à Salanches, en Haute-Savoie. J'étais ingénieur produit sur le textile.
pour faire du ski pendant 3 ans. Donc, j'étais 3 mois en entreprise dans les bureaux d'études de Decathlon, puis 3 mois ici à Lille en tant qu'étudiant à l'ICAM. C'était génial. J'ai adoré cette première expérience pro de créer des produits. C'était déjà un métier qui m'inspirait et ça a été vraiment validé pendant que je travaillais chez Decathlon. J'adorais passer d'idées à de la matière, des protos, des produits, aller les tester en montagne, les améliorer, travailler sur le process de fabrication et travailler avec des fournisseurs. Mais au bout de 3 ans, j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de plus de sens aussi. J'avais envie d'arrêter de faire produire loin, mais de produire localement. J'avais envie d'arrêter de participer à de la surproduction, mais plutôt de revaloriser les matières qu'on a déjà chez nous. Et tout en continuant à être ingénieur et créer des produits. Le premier produit que j'ai voulu créer, c'est une ceinture, Belt en anglais. Le nom, La Vie est Belt. Voilà, je n'ai pas fait une école de communication, mais j'ai fait l'ICAM. Alors, je me suis creusé la cervelle pour trouver un nom un peu cool. Et dans la colocation de ma colocation de la fin de mes études, j'ai installé un atelier et puis j'ai commencé à prototyper mon premier produit à partir d'un pneu de vélo usé. Donc, j'ai assez vite identifié le pneu de vélo comme un déchet qu'on n'arrive pas à éviter aujourd'hui en France et qu'on n'arrive pas à revaloriser. Et pour autant, on est de plus en plus à rouler à vélo, et tant mieux. Rien quand j'ai démarré en 2017, c'était plus de 10 millions de pneus de vélo qui étaient incinérés chaque année. Et donc, l'envie, c'était de faire des ceintures avec. Depuis, on en a fait plus de 30 000. On a revalorisé plus de 12 tonnes de caoutchouc en ceinture. Je crois qu'il y a une photo qui... Ouais, je vous présente l'équipe qui fabrique maintenant aussi. Sur l'aspect local, ce qui est génial, c'est qu'on fabrique... après la coloc, j'ai formé des salariés en situation de handicap grâce à une entreprise adaptée à Tourcoing qui s'appelle Altereos. Et aujourd'hui, ils sont 7 à assurer la confection. Je vous présente Adama et Muriel qui préparent nos colis parce qu'on vend en grande majorité sur notre site internet. Je ne sais plus il y a quoi comme photo, mais du coup, je vous montre. Ouais. On revalorise des tuyaux de lance-incendie de pompiers, depuis aussi les pneus de voiture, les cordes d'escalade, tout ça pour faire différentes gammes de ceintures. Et puis, on fait... Ah, ouais, je ne sais pas s'il y a les photos du textile. Mais... Donc voilà, on a... Ouais, c'est juste après. On fait aussi, mais oui, bien sûr, on fait des caleçons avec des draps et des housses de couette pour la sortie du produit. Du coup, on a fait un footing dans les rues de Lille où je n'avais pas de ceinture, donc mon pantalon tombait et je dévoilais ces superbes caleçons. Voilà. Ce qui m'éclate dans ce métier aujourd'hui, c'est que voilà, je continue à faire le métier qui me plaisait de base, créer des produits, mais en lui donnant un impact vraiment qui me touche, et donc je suis fier d'en parler, puisqu'on revalorise. Toutes nos matières sont 100% revalorisées directement. On part de draps existants pour faire des caleçons. On part de pneus de vélo pour faire des ceintures. Et la confection, on se veut vraiment solidaire dans cet atelier adapté à Tourcoing. Et je retrouve la saveur qu'il y a dans un atelier, dans le fait d'échanger avec ceux qui fabriquent, de faire avec eux, de réfléchir ensemble à comment optimiser le process. Et ça, c'est chouette. Je voulais ajouter quelque chose aussi. On parle beaucoup de durable, bien sûr, d'écologie. En 2022, on commence de plus en plus à être éveillé à ces sujets. Je trouve que de plus en plus d'entreprises disent agir en faisant de l'éco-conception. Voilà, on va mettre du recyclé dans nos produits, on va essayer de revaloriser un peu nos produits en fin de vie, on va essayer de faire ça. Mais je crois que ça, c'est très bien et il le faut. Ça, c'est mieux faire, mieux produire ce qu'on fait. Mais il y a une autre priorité, je trouve qu'on met un peu trop de côté, c'est qu'il faut moins produire. Il faut qu'on produise moins. Et si on veut respecter les accords de Paris, rien que sur le textile, il faut qu'on consomme 2 à 3 fois moins de vêtements par habitant jusqu'à 2050. Et même si on fait un produit avec 20% de matière recyclée, si on cherche à en vendre 2 fois plus qu'avant, ce n'est plus du tout écologique. Et il faut surtout produire moins. Merci. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec la Vie est Belt. On essaie, oui, de faire mieux, donc avec des matières existantes, mais on essaie aussi de faire des produits qui sont solides, qui vont durer dans le temps, vraiment. On va pouvoir réparer aussi. Et ça nous permet d'acheter moins de matières premières, neuves, chaque année. Voilà. Bonsoir. Je n'ai pas beaucoup de voix ce soir, alors j'espère que vous m'excuserez si... un peu bizarre, le micro. Bien, bonsoir. Merci Patrice Koffler, donc président recteur de l'Université catholique de Lille,
de nous accueillir. Et merci aussi à Philippe Rémignon, qui doit à cette heure-ci être devant un bouchon lyonnais, peut-être. En tout cas, on lui souhaite, en tout cas. Et voilà, et merci bien sûr, Claire Savoie, d'avoir de tout ça, en fait, hein, de l'organisation de cette soirée et d'avoir porté France Design Week ici à Lille, ainsi que toute votre équipe. Et merci bien sûr aux intervenants ce soir. Ce soir encore, je suis très étonné de voir qu'un mot aussi simple que design embrasse à lui seul une étendue aussi large de pratiques, de disciplines, d'engagement humain, de la céramique au textile, à la production industrielle, en passant par le design social, la transition énergétique et environnementale, ou encore les métaverses, votre monde dématérialisé. Cette préoccupation d'agir sur le réel, d'envisager des actions concrètes, d'engager des transformations pour tous les temps de la vie, qu'ils soient individuels ou collectifs, ne cesse de m'impressionner. Je ne connais pas de discipline qui mette aussi profondément en conjonction les imaginaires d'un avenir souhaitable et les modalités très techniques et concrètes pour y parvenir. Les défis sociétaux et environnementaux sont colossaux et, pour le dire simplement, le design s'en mêle. La ministre Rima Abdul-Malak a placé la question environnementale comme une priorité des actions de son ministère. On l'a entendu il y a quelques jours lors de la présentation notamment de son budget 2023. Elle en a fait très clairement mention. Je me ferai fort évidemment de lui faire écho de cette soirée et de ce qui a été dit et échangé, notamment en passant de la forêt, des champignons avec Bonabourel à la place aussi voilà, d'un design responsable et intégré, la conception 3P, voilà, et cette idée surtout que le changement de mentalité sont aussi importants que la production elle-même. Renault aussi, comment prendre en compte finalement la question écologique et le recyclage à une échelle aussi considérable et dans une logique de proximité. Évidemment, le design d'innovation sociale, merci Olivier Gisselon pour cet exemple qui montre effectivement cette, je dirais presque sérendipité sociale, cette capacité comme ça à intervenir directement dans la société et en trouvant peut-être les questions au fur et à mesure de l'avancée. C'est très beau, ça fait penser à beaucoup de choses qui se font aussi dans des écoles en France, hein, des écoles publiques, écoles d'art, ou des écoles privées aussi. Et puis, merci pour ce focus matériaux qui est vraiment effectivement, qui laisse aussi présager une société différente, une société peut-être davantage consciente de ses richesses qu'elle a déjà. Et j'étais très heureux d'entendre aux échos, dont j'avais vu les textiles justement au jade, qui sont particulièrement beaux, je dois dire, en tant que textiles. Et rien que ça, déjà, mérite largement qu'on le regarde. Et puis, effectivement, produire moins, je pense que c'est important de le rappeler. Merci beaucoup. Vous avez aussi cité le mot de solidarité. Vous avez parlé de fabrication solidaire. Et je pense que c'était important aussi de citer ce mot. On était très heureux d'ailleurs de vous accompagner avec l'appel à Projet Mode en 2021. Donc, merci beaucoup de ces présentations. La politique publique ministérielle est engagée évidemment en faveur d'un design plus durable, hein, de plein de façons. D'abord par le soutien à la création, le soutien aux professionnels du design. On voit bien combien ces questions-là sont vraiment portées par les individus, par les personnes, hein. Avant tout, on l'a entendu très clairement ce soir. Le ministère soutient évidemment le rayonnement du design français et notamment, je voulais saluer la présentation de la section française de la Triennale de Milan cette année, qui a été confiée à 3 jeunes designers, Pablo Bras, Romain Guillet et Juliette Gély, qui était un véritable manifeste à un design durable et responsable, qui était un peu en décalage par rapport au reste de ce qui a été présenté, mais qui était tout à fait intéressant et passionnant. C'était important pour nous d'accompagner ce projet. Le ministère met en lumière tous les designs, objets graphiques, espaces, services numériques, tous les secteurs d'activité pour apporter des solutions aux enjeux actuels de la France, les enjeux environnementaux et les changements de comportement des citoyens. Alors, le ministère soutient particulièrement des organismes clés pour la promotion du design. C'est l'occasion pour moi de saluer la PCI
donc qui pilote France Design Week. J'en reparlerai tout à l'heure, mais je voulais en profiter pour vous remercier. Et aussi pour la recherche en design, notamment avec Agora du Design, qui délègue des bourses et des projets de recherche en design. C'est important aussi de le citer. Évidemment, le ministère accompagne les établissements qui valorisent le design à travers les expositions, festivals, biennales, tels que la Cité du Design à Saint-Étienne, avec lequel se construit un projet de galerie nationale du design très ambitieux, la Villa de Noailles, le Centre national des arts plastiques, une immense collection, les musées, les centres d'art, les associations de promotion. Et voilà, tous ces lieux sont subventionnés, bien évidemment. Et puis la commande publique qui fait rayonner le design français. Je pense notamment au projet Monde Nouveau, dont je salue à la fois la cohérence sur l'ensemble des projets, ainsi que l'attention particulière portée à la jeunesse. Voilà. Alors, je voulais aussi vous parler du Conseil national du design qui a été créé, Conseil national qui a été vraiment la succession des assises du design, dont peut-être certains d'entre vous se souviennent fin 2019. Je n'étais pas encore là, mais il y a vraiment une succession. Et pour nous, c'était important de pouvoir mener à bien cet objectif qui avait vraiment pour objectif, je me répète un peu, de rassembler un monde très disparate. Et comme je le disais, effectivement, le design n'est par essence n'est pas une filière, mais un ensemble de pratiques extrêmement larges, et on l'a vu encore ce soir. Donc, ce Conseil national a pour vocation de rassembler des acteurs, des partenaires, des personnes qui pourront ensemble contribuer à positionner le design comme un élément de transformation économique, sociétale et environnementale, tout en accompagnement à la relance de l'industrie et le rayonnement culturel du design. Et le CNDES, on l'appelle entre nous, appuiera l'émergence de nouvelles formes de design, design de relations, design des communs, jeune design de création, inclusion, design impliqué dans les objectifs de développement soutenable. Ce Conseil national du design se donne pour mission de convaincre les décideurs politiques que nous sommes, européens, nationaux, territoriaux, que le design contribue à la création de valeur dans une période de transformation et de réinvention des modèles économiques et sociaux, tout en conseillant pour mieux gérer cette intégration. Alors, le moment semble opportun pour favoriser l'usage du design à tous les niveaux, au sein des entreprises, on l'a vu ce soir, des collectivités territoriales et de l'État. C'est une volonté qui a été clairement affirmée par le président de la République. On l'a entendu tout à l'heure lors de l'invitation aux acteurs du design qui a été faite au Palais de l'Élysée le 14 septembre dernier. Vous l'avez entendu dans le discours, l'extrait du discours d'Emmanuel Macron, il montre une attention au plus haut niveau de l'État. Cette attention portée au design et avec l'ouverture de beaucoup de possibilités de développement. Il a mentionné notamment France 2030, effectivement, pour lequel, je crois, le design a tout à fait sa place, ainsi que des pôles régionaux autour du design et des liens avec les savoir-faire, notamment la ministre Rima Abdul-Malak a annoncé aussi un intérêt fort marqué sur la question des métiers d'art et donc, plus généralement, de la pratique en lien également avec le design, bien entendu. Donc, on ne peut pas vous dire en détail l'ensemble de ce que l'avenir pourra augurer dans le domaine du design, mais la place du design dans les projets gouvernementaux est reconnue et elle est à construire ensemble. Pour finir, un petit mot sur France Design Week 2022. Alors, on aura certainement un bilan complet de toutes les actions, mais si on en croit les bruissements qui nous parviennent dès aujourd'hui, l'événement a véritablement passé un cap cette année, à la fois dans le nombre et la qualité des événements. De plus en plus d'événements, des conférences, des rencontres passionnantes, comme ce soir, un éclairage aussi sur l'ensemble de l'étendue des pratiques. Et je pense que c'est important que cet événement embrasse l'ensemble de ce que le design représente dans notre pays. Et puis, des événements de lancement, de clôture, se sont tenus dans toutes les régions. Et une implication renouvelée des collectivités est à saluer, mais aussi, c'est important de le dire, les services déconcentrés de l'État, les DRAC, les conseillères plastiques. Je salue la présence d'Éric Jarraud avec nous ce soir. Les DRAC ont apporté pour la première fois leur soutien à chacune des régions de France. Et voilà. Et surtout, un dernier point qui est l'une des aussi grandes priorités de la ministre Rima Abdul-Malak,
l'événement a su vraiment emmener les jeunes générations dans son sillage. Et c'est là un élément très, très important. Nous avons besoin en France d'une véritable culture du design, des acteurs économiques et politiques. Et France Design Week est une formidable opportunité de fédérer, de rassembler, de valoriser, de créer des situations de partage qui sont autant de prises de conscience d'un monde qui change. Je veux remercier ici encore une fois l'APCI, son président Dominique Siama, Lucine Galindo qui est ici, ainsi que tous les membres des comités France Design Week dans les régions, dont les designs, et surtout, bien sûr, avant tout, les designers, les acteurs du design qui ont fait vivre ces semaines, ces 3 semaines en effet, et non pas une semaine, ces 3 semaines passionnantes, et je vous donne rendez-vous en 2023. Merci.